Salut et de retour sur la chaîne Apprendre SwiftUI. On est parti sur l'épisode 5 de En route vers l'App Store avec l'application Bucket Finder. Alors on s'était laissé dans l'épisode 4 sur la correction du bug de production qui nous empêchait de pouvoir publier l'application sur TestFlight et sur l'App Store. Donc maintenant tout est prêt. On a la version du build 125 qui est prête et dans cette vidéo je voulais te montrer toute la partie confidentialité maintenant qui est obligatoire depuis décembre 2020, et cette partie là forcément va nous amener à faire des vérifications parce que sans cette partie confidentialité de l'app qui est disponible ici dans le menu, on ne peut plus soumettre une application si on ne précise pas à l'utilisateur les informations privées qui sont récoltées. Par exemple, ça peut être les mails, ça peut être même les identifiants du téléphone qui peuvent être stockés. Et comme vous savez, la protection des données, c'est quelque chose qu'Apple laisse pas passer. Maintenant, ils veulent que s'il y a des informations à caractère personnel, que l'utilisateur donne son droit de pouvoir bénéficier de ces données ou pas. Donc, vous savez qu'avec Internet, beaucoup de sociétés utilisent nos données personnelles pour justement vendre ces données à d'autres annonceurs et forcément faire beaucoup d'argent. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie des règles si on veut mettre une application sur le store. La confidentialité de l'application maintenant est obligatoire. Alors pour rappel, dans cette version 125, j'avais mis à jour aussi, j'avais une autre règle à respecter qui était l'ajout de l'App Store du bouton se connecter avec son compte Apple. Donc tout le détail, tu le retrouveras dans l'épisode 3 où j'avais bien détaillé. Alors, je vais aller dans la section confidentialité de l'app. Donc, on va la parcourir ensemble. J'avais déjà préparé une partie de cette page, justement pour préparer cette vidéo. Donc, on va retrouver dans cette page confidentialité de l'app différents modules. Donc, un module où on va mettre l'URL de l'engagement de confidentialité. Donc, sur tous les sites, normalement, on a une page qui mentionne les mentions légales et tous ces choix où tu expliques qu'est-ce que tu fais avec les données. On a un aperçu de ce qui va arriver sur la page de l'App Store. Donc ça, cet aperçu, il apparaît en fonction des données qu'on va renseigner un tout petit peu plus bas. Donc on va sélectionner par exemple le type de données, donc qui va nous demander différentes étapes. Donc ici dans notre cas, donc nous vous remercions d'aider les utilisateurs à comprendre les pratiques de votre app en matière de confidentialité. N'oubliez pas que vous êtes responsable de l'ajout de tout code tiers à votre app. Par conséquent, si vos partenaires tiers collectent des données via votre app, vous devez le mentionner dans les réponses. Donc ça, c'est tout simplement quand on a une application, dans mon cas par exemple qui utilise Firebase, qui est l'outil de Google pour lequel on utilise différents modules comme les analytics, le suivi aussi des crashs et des performances. Donc on doit aussi s'assurer que ces outils qu'on intègre dans nos applications respectent aussi les règles d'Apple. Donc c'est là où en fait les mots de tête peuvent arriver. Donc moi dans mon cas j'avais sélectionné oui, on collecte des données via cette app. Donc c'est pas illégal, c'est juste que maintenant on doit dire qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi on l'utilise. Donc dans mon cas ici, alors j'ai plusieurs choses. Donc par exemple j'ai un module qui s'appelle emplacement. Donc je vais cliquer dessus et dans cette section on nous dit indiquer comment vous ou vos partenaires tiers utilisez les données de localisation précises collectées via cette app. Donc on doit bien sûr préciser, on a une application de géolocalisation. Donc l'application de géolocalisation, forcément, peut nous amener à plusieurs choses. Dans notre cas, dans l'application Bucket Finder, c'est pour nous permettre de calculer la distance entre un restaurant et l'utilisateur. Donc ici, par exemple, je vais le remplir. Alors je regarde, alors je l'utilise pas du tout pour les publicités à titre personnel. Étant donné qu'on a dans cette version désactivé la version de Google, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Google Ads, il me semble pas que Google Ads nous demande des permissions sur cette partie-là. Parce qu'on s'était déjà assuré de ça.
justement dans les versions d'avant. Donc publicité et marketing, donc par exemple l'affichage de publicité propriétaire, l'envoi de communication marketing. Donc on pourrait imaginer que si, imagine, un utilisateur est en Guadeloupe ou à Paris, on pourrait faire des publicités qui soient ciblées par rapport à la position de l'utilisateur, ce qui n'est pas notre cas. Alors ici, je vais un peu plus loin. Par contre, fonctionnalité de l'app, oui, parce que on utilise, alors l'emplacement précis, si la personne, bien sûr, active cette position, c'est une fonctionnalité de l'app, hein, qu'on utilise, hein. Donc là, il n'y a pas, on va pas cacher à l'utilisateur. Donc, un donné, maintenant, indiquer si les données collectées via cette application sont liées à l'identité de l'utilisateur. Alors, dans notre cas, on ne lit pas la position avec un utilisateur. Par contre, on doit s'assurer que les librairies qu'on utilise, elles ne le fassent pas, ou en tout cas, parce que de façon un petit peu déguisée, parce que le développeur est responsable de ces données et des librairies qu'il utilise. Alors, dans mon cas, j'utilise une librairie qui s'appelle OneSignal, qui permet aussi d'envoyer des notifications en fonction d'un périmètre pour une liste d'appareils. Alors, donc, dans ce cas, on doit s'assurer qu'on n'a pas de données personnelles. Alors moi, dans mon cas, j'ai vérifié aussi sur OneSignal, on a des relations entre des appareils, mais les appareils n'ont pas de lien avec les utilisateurs. Donc je regarde, les données de localisation précises collectées à la table sont liées à l'identité de l'utilisateur. Là, je peux mettre non, dans mon cas. Donc les données de localisation collectées ne sont pas liées à l'identité de l'utilisateur. Je vais faire suivant. Et ensuite, donc il consiste de lier les données collectées à votre ou un appareil spécifique tel qu'un identifiant ou un profil à des données tierces, etc., etc. Donc ça, c'est le suivi. Donc là, j'aurai sûrement un point par rapport au suivi, puisque comme je disais, que je peux associer un identifiant d'appareil avec la position. Donc lorsque les données sont uniquement liées à l'appareil de l'utilisateur final et qu'elles ne sont pas diffusées hors de l'appareil de façon à pouvoir l'identifier, etc., alors le suivi ne s'applique pas. Alors je vérifie que je suis bien dans ce cas-là. Lorsque le courtier de données utilise les données partagées avec lui uniquement, donc tout ça c'est pareil, ça il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. Il s'agit de données concernant l'utilisateur final. Donc le suivi ne s'applique pas dans ce cas. Donc moi si je fais suivant, les quelques exemples suivants, donc ça vous guide, ça vous dit les étapes. Affichage de publicité ciblée, donc moi je ne le fais pas. Partage de données d'emplacement des appareils, liste non. Partage d'une liste d'emails d'identifiants publicitaires, non plus. Placement d'un SDK tiers, bon, normalement, voilà, de votre app associant les données utilisateurs provenant de votre app avec celles des développeurs. Ouais. Donc c'est assez précis. Donc, est-ce que vous ou vos partenaires tiers utilisez les données de localisation précises à des fins de suivi? Alors, on va regarder les exemples, il y en a plein. Donc, ne s'applique uniquement. Donc, pour moi, c'est pas diffusé en dehors. Donc, je vais le mettre ici. Je vais le valider et ce choix va apparaître sur l'App Store. Donc toutes ces phases-là, ça nécessite aussi de toujours être revu parce que comme l'application évolue, donc si tu mets une nouvelle librairie ou si tu l'enlèves, donc tu peux être amené aussi à modifier cette page. Donc pareil, sur le bloc identifiant, donc ça va servir bien sûr à l'analyse de l'application, donc toute la partie marketing. Alors moi, dans mon cas, j'utilise l'identifiant de l'appareil pour le suivi des notifications push. Je l'utilise aussi parce que j'utilise aussi Firebase qui utilise aussi l'identifiant de l'appareil. Donc voilà, on essaye de ne pas mettre, quelles que soient les informations personnelles d'utilisateur, on ne les donne pas à ces librairies. Donc ça, c'est aussi pour assurer aussi l'utilisateur. Interaction avec le produit. Alors ce bloc-là, je ne l'ai pas rempli.
Alors, indiquez comment vous ou vos partenaires tiers utilisez les données d'interaction avec le produit. Donc ça, par exemple, c'est la partie avec les données type analytique, c'est-à-dire que un utilisateur, on veut savoir, par exemple, la page de détail de restaurant, euh, combien d'utilisateurs la consultent, quelle est la page la plus consultée. Donc on peut aussi voir toutes ces choses-là. Dans mon cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait des interactions qui soient ciblées, mais je vais regarder. De toute façon, souvent, c'est pour les fonctionnalités de l'app, hein, bien sûr, et souvent, c'est des fonctionnalités aussi d'analyse. Donc, l'utilisation des données pour évaluer le comportement d'un utilisateur. Donc ça, par exemple, pour Firebase ou ces choses-là, c'est ce qui est intéressant pour savoir, voilà, comme je disais, quelle page est la plus consultée. Si on veut avoir des données, on peut avoir besoin de données tierces qui peuvent aller avec. Donc maintenant, indiquer si les données collectées via cette app sont liées à l'identité de l'utilisateur par le biais de son compte, son appareil ou ses informations. Donc pareil, donc pour la fonctionnalité de l'app, avoir un compte, ça permet par exemple de pouvoir envoyer un commentaire euh, ou pouvoir noter un produit. Donc forcément, c'est des fonctions qui vont permettre de faire aussi un suivi parce qu'on doit savoir qui met des messages. Je prends un exemple très concret. Si on parle de modération, si un utilisateur qui met un message à caractère, je ne sais pas, injurieux, dégradant, etc., on a, nous, en tant que responsable de l'application, on doit au moins savoir qui. Voilà. Par exemple, c'est des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de souci à pouvoir préciser ce genre d'informations. Ensuite, par exemple, ici, retrait des données de tous les identifiants directs, tels que les mails ou le nom, à leurs collègues, donc tu vois, ces choses-là. Manipulation des données de sorte à supprimer toute association. Voilà. Il faut aussi, alors ça y est pas encore dans l'application, mais il faut aussi permettre à l'utilisateur de supprimer toutes les données qui le concernent, si elles sont personnelles ou pas. Donc ça va être important de le faire. Donc ici, je stocke pas ces interactions, mais je regarde les données d'interaction avec le produit collecté via cette app, sont-elles liées à l'identité d'utilisateur? Moi, dans mon cas, elles ne sont pas liées. Euh, donc, si je fais ça, vos partenaires tiers utilisent les données d'interaction. Je ne les utilise pas pour Firebase non plus. Voilà, faut être le plus transparent possible. Si je ne dis pas de bêtises, si toutes ces phases-là ne sont pas remplies, on ne peut pas soumettre, hein, on ne peut pas soumettre sur l'App Store. Donc là, en remplissant cette page-là, on voit que ça se remplit. La page de confidentialité se remplit. Donc c'est très, voilà, pour l'utilisateur aussi, c'est très transparent. Comme ça, il a une vision claire sur les données qui sont utilisées pour suivre. Donc l'identifiant et les données d'utilisation, ça, voilà. Donc ça, au moins, ça, c'est clair. Voilà. Pas de lien avec l'utilisateur sur l'emplacement, parce que c'est une donnée de fonctionnement pour que l'application permette de, voilà, tout simplement de fonctionner. Et les identifiants et données d'utilisation, forcément, on va les garder. Il va nous rester alors données sur les pannes. Alors les pannes, comme on disait, ça va être toute la partie un petit peu Crashlytics, d'analyse. Ce sont des données d'analyse pour savoir quand il y a un bug, quand il y a un crash, savoir quel utilisateur, est-ce que c'est un iPhone 10, est-ce que c'est un iPhone 7, quel appareil est concerné, ça on va en avoir besoin. Donc ça, on ne fait pas de lien pareil avec l'identité de l'utilisateur. Donc pour définir, indiquer si les données de panne seront utilisées à des fins de suivi, alors quand on dit suivi, je crois que c'est suivi côté utilisateur, mais moi je ne fais pas de suivi d'utilisateur. Donc on collecte les données de panne, ça nous permet d'identifier la cause, hein. C'est vraiment la cause, hein, du crash. Donc voilà. Donc tous les détails sont là. Ça n'empêchera pas, hein, si tu as une question, hein, ou un doute, n'hésite pas à mettre dans les commentaires et j'essaierai aussi de t'y répondre. Comme je dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'objectif, c'est d'être le plus transparent possible sur ce que l'app fournit comme service. Alors forcément, moins tu utilises des données à caractère personnel et de suivi, bon, forcément, ça rassurera plus l'utilisateur
sur l'utilisation aussi de ton application. Les données de performance, pareil, donc performance et panne, ça va avec moi, le suivi d'analyse, tu vois, évaluer le comportement, notamment comprendre l'efficacité des fonctionnalités de produits, planifier tout ça. Ça fait partie. Personnalisation de l'affichage, non. Fonctionnalité là pour authentifier, mettre en place des mesures de sécurité, tout ça. Donc, imaginons, j'ai besoin du numéro de téléphone du client, par exemple, pour que je mette en place l'authentification double facteur, qui permet à l'utilisateur de sécuriser son compte et de valider l'authentification. Par exemple, voilà, ça c'est un exemple de cas personnel où on va utiliser le numéro de téléphone. Voilà, donc ça c'est pour moi c'est bon. Donc je ne fais pas de suivi, je le précise. Voilà, pas de données ici. Donc j'enregistre. Donc ça va servir aux analyses uniquement et autres données de diagnostic. Alors, ce que j'en ai d'autres, je ne sais pas en fait. Indiquer comment vous ou vos partenaires utilisez les autres données de diagnostic collectées via cette app. Ben voilà, après je ne sais pas exactement. Je vais regarder, peut-être ça, je sais pas. Maintenant, indiquer si les données collectées via cette app sont liées à l'identité de l'utilisateur par son biais, son compte, son appareil, ses informations. Ben, non, pas plus que ça, pas plus que ce que j'ai énoncé avant sur la partie diagnostic. Donc je vais mettre la même chose. Et on va voir le résultat. Voilà, on va voir le résultat ici. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai donc les données pour suivre. Donc l'utilisateur, l'identifiant, etc. Bon, ça c'est par rapport aux notifications, puisque j'ai une librairie qui le fait, donc je dois le mentionner. Sinon, pour le reste, voilà, les données ne sont pas liées à l'utilisateur. Ok, donc là déjà sur cette première partie-là, je suis bon. Donc, de toute façon, on va le voir, on va voir s'il va nous permettre et nous autoriser à soumettre. Donc, maintenant, je vérifie les informations que j'ai. Donc, ça, c'est les informations générales de mon application. Donc, ça, généralement, ça ne change pas. On le fait une seule fois, la catégorie, la langue principale. Je vais pouvoir aller sur l'application que je veux soumettre. Donc, nouvelle page de connexion avec Apple Sign In. Donc, ça, c'était ce que je voulais mettre. J'avais modifié normalement les langues. Ok, les captures d'écran restent les mêmes, je ne les ai pas changées. Je vais mettre donc mon message d'accroche que je vais mettre, donc il faut que je le mette dans toutes les langues. Donc je vais mettre number one on Bookit. Donc ça, c'est pour l'anglais du Royaume-Uni, l'anglais américain et en français. Numéro 1 sur le Bookit. Ok, donc tout ça, normalement c'est bon. J'appuie sur enregistrer. Tac, tac, tac. L'app e-message où j'ai ma petite mascotte Bokito. Donc ça, c'est la petite surprise qui est dans l'app, qui est un peu cachée. Donc tu peux partager le sticker pack de Bokito que je vais mettre dans une petite mise à jour. Je vais le remettre en application e-message. Comme ça, après, on peut l'utiliser plus facilement dans l'application FaceTime, par exemple, pour faire des petites photos sympas. Et je vais ajouter donc mon build 125. Donc maintenant qu'il a été validé par le module App Store Connect, je vais pouvoir l'attacher à ma livraison. Et c'est cette version-là que je vais attacher à numéro 2.4. Donc copyright, je vais mettre 2021. Oui, puisque je n'avais pas fait de mise à jour depuis. Donc ça va être un bon petit rafraîchissement. J'enregistre. Hop, publier cette version automatiquement. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Je vais le faire manuellement. Comme ça, parce qu'en fait, j'ai deux choses que je vais faire. C'est-à-dire que si Apple valide tout le processus, après, je me permettrai de faire une petite
un petit ajustement. Donc dans l'ajustement, ça va être vraiment pour finaliser l'intégration du sign-in with Apple. Parce que là, je l'ai fait de façon à ce qu'Apple puisse valider, mais si je veux le faire bien, il faudrait que je le connecte avec mon système, avec mon back-office et rajouter la sauvegarde justement du mot de passe en local. Donc ça, je pourrais te montrer ça aussi dans un prochain épisode. Normalement, je fais enregistrer et roulement de tambour. J'appuie soumettre pour la vérification. Alors, la dernière étape pour soumettre sur l'App Store, c'est ce bouton-là. Donc, dès que tout est préparé, la description de l'app, la confidentialité de l'app, l'ajout du build ici dans l'application avec les icônes bien sûr, avec le numéro de version qui est associé, les coordonnées de la société, le compte de test, il y en a un, les paramètres aussi de publication, etc. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, tout est bon. J'appuie et erreur. Et voilà. Comme je disais, la route vers l'App Store, elle n'est pas si facile. Maintenant, je vais regarder. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit maintenant les éléments ci-dessous sont nécessaires pour commencer le processus de validation. Avant de soumettre cette application pour vérification, un administrateur doit fournir des informations sur les pratiques en matière de vie privée dans la section confidentialité, là où on était à l'instant. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Manage privacy. Alors j'ai sûrement peut-être oublié quelque chose. Je vais aller voir. Qu'aurais-je oublié? Qu'aurais-je oublié? Alors j'ai mes langues. Mes langues, j'ai pas de souci pour mes langues. Mais qu'aurais-je oublié? Donc j'ai rempli les différents modules ici. Qu'aurais-je oublié? Voir les détails. Ok. Alors, c'est pour ça que cette section, elle est un peu critique. Parce que s'il y a quelque chose qu'on rate ou qu'on ne remplit pas, est-ce que c'est ça? Divulgation de recherche médicale. Non, dans notre cas, non. Identifiant. Ouais, c'est un peu le récap de ce qu'on a fait. Ah, faut que je revienne. Alors, je réessaye. Ouais, la route de l'App Store. Alors, avant de soumettre cette API, un administrateur doit fournir des informations sur ses pratiques en matière de vie privée dans la section confidentialité de l'app. Bon, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui me manque? Je dois dire ce que je dois faire, machin. Je dois répondre aux questions privées. Donc ça, je l'ai fait, je pense, en partie, en grande partie. Data type, il faut mettre un truc ici. Alors, dès que tu remplis les données des sections, non. After you have finished answering. Donc, dès que tu as fini de remplir les questions. Ah, je dois publier. Oui, 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 oui. Je dois publier, en fait, le rapport de confidentialité ici. C'est ça. C'est-à-dire là, ok, j'ai rempli ma fiche et je dois la publier. Donc, publier les réponses de votre app en matière de confidentialité. Ces informations concernant la confidentialité vont apparaître dans la section produit de votre app, etc. Ok. Donc là, je vais publier mes changements en matière de confidentialité. Alors, j'attends de vérifier que tout va bien. Tout ça, je vais revoir ça, bien sûr, dans la nouvelle version, la version 3.0, vu que je vais changer un peu les outils, la façon de récupérer. Je ne vais plus utiliser Facebook. Donc, je pense que c'est ça. Donc, ok. Donc, ça a été publié. Donc, très, très important de publier le rapport de confidentialité à Apple, parce que c'est ce qui va arriver sur l'App Store. Donc, je reviens sur mon app. Et là, cette fois-ci, et voilà. Ça y est. Ça y est, ça y est. L'application a été
envoyer pour vérification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire envoyer pour vérification? Ça veut dire que avant qu'elle soit disponible aux utilisateurs, Apple va recevoir la version 125 de mon application et ils vont justement la tester pour voir si elle répond aux exigences. Ils vont faire des tests, hein, comme ça a été le cas avant, de performance, si ça crache, si ça répond aux exigences. Ils vont surtout tester l'intégration du Sign-in with Apple. Ils vont surtout tester ça. Donc, pour voir que mon application, cette fois-ci, elle est conforme avec les exigences. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? La seule chose qu'il y a à faire pour le moment, c'est attendre. Normalement, j'ai dû recevoir un mail. J'ai dû recevoir un mail d'Apple ici. Hop. Où il me dit, ben voilà, que le statut a changé. Donc, waiting for review, c'est-à-dire en attente de revue par Apple avec les informations de l'app. Voilà. Donc, on a juste à attendre. Hein. Ça peut prendre, le processus en général peut prendre 24, 48 heures. Hein, ça dépend. Donc, ce qu'on va faire, on va attendre. Je ferai un épisode 6 pour faire le débrief, hein, de tout ça. En attendant, si tu as des questions sur la soumission, sur la préparation de l'App Store, sur la page de confidentialité, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit pouce bleu pour le soutien et le référencement. Donc je vais faire plusieurs petites vidéos comme ça. Donc ça va être un petit peu une continuité. Donc n'hésite pas surtout à poser tes questions. Et on se tient au courant pour la prochaine. Salut, ciao!